Et ma toute première question serait tout simplement de te décrire en une phrase ou quelques mots qui définissent la personne que tu es. Je pense qu'il y a un mot, c'est atypique. Heu et sinon, si je dois élargir un petit peu, donc j'ai 32 ans, j'ai mis du temps à me lancer dans ma vraie vie, on va dire. J'ai longtemps été très effacée et puis depuis, quelques années, je me suis lancée dans des aventures, sportives, des défis un peu humains et je me suis, découverte, vraiment dans ces moments-là. Donc voilà, atypique parce que, j'ai tendance à pas prendre le chemin que tout le monde prend quoi, clairement, et à faire des choses un peu, démesurées, sur, ce qui semble être un coup de tête, mais ce n'est pas vraiment. Donc voilà, je suis un peu à part par rapport à mes amis, tout ça, mais c'est le mot qui me va bien, je pense. OK, on aura le temps d'en reparler. Le nom de mon podcast, c'est Aerakura, la force du mental. Et pour t'expliquer, en fait, Mmh. Aerakura, c'est la déesse de l'épanouissement. Et il y a une phrase qu'elle dit qui est: Tu viens juste de commencer, alors sois patient envers toi-même et le cheminement que tu as entrepris et n'abandonne pas. Et j'aimerais savoir ce que cette phrase peut t'évoquer. Est-ce qu'elle te parle? Ouais, ouais. Ouais, ouais, elle me parle énormément. Je pense que c'est une phrase, alors sans utiliser ces mots-là, mais dans l'esprit, que je me suis répétée, des millions de fois, je pense. Parce que le chemin, pour arriver où j'en suis aujourd'hui a été assez, complexe et voilà, assez chaotique même. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait, «Faut pas perdre patience, ça finira par, voilà, pas par payer parce qu'en soi, il y a rien à gagner au bout, mais par se décanter et puis, par aller mieux». Donc ouais, c'est une phrase qui me parle énormément. J'aime bien parler de l'enfance, l'adolescence, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses plus tard qui arrivent grâce ou à cause des choses qu'on a vécues plus jeunes. J'aimerais savoir comment tu as vécu ces 2 périodes-là de ta vie. Peut-être quelles étaient tes visions de la vie à ce moment-là, si c'était facile pour toi, ces 2 périodes. Est-ce que l'école aussi, le système scolaire, te correspondait ou pas? Un peu savoir comment tu as vécu tout ça. Bah, les 2 ont été très compliqués. Je dirais que mon enfance, jusqu'à mes 6 ans était une enfance normale. Heu, voilà, classique quoi, sans bavure, on va dire, et puis à 6 ans et demi, j'ai perdu mon père. Donc c'était un alpiniste qui était vraiment très, très passionné par la montagne et qui a fini par décéder dans un accident, en Iran, alors qu'il ouvrait une voie. Et à partir de là, l'enfance a été déjà beaucoup plus compliquée, déjà du fait de la perte en soi et du deuil qui a été très compliqué à faire à cet âge, précis. Voilà, c'est un âge, on va dire un peu charnière dans dans la construction, psychologique de l'enfant, et voilà, c'était pas forcément simple derrière de se construire. À côté de ça, j'étais une enfant extrêmement timide, très introvertie, donc bah, ça a été une enfance, on va dire marquée par les moqueries des autres enfants en particulier, puisque j'étais vraiment très, très renfermée. J'ai même, été mutique pendant un certain temps, c'est-à-dire que je ne parlais plus du tout. Donc voilà, c'était assez, l'enfance a été marquée par ces événements-là, et puis derrière l'adolescence, bah, ça s'est juste amplifié en fait. Je suis arrivée au collège très jeune, parce que j'ai sauté des classes. Donc je suis arrivée au collège, j'avais 9 ans, et en fait, une petite fille de 9 ans, qui ne parle pas, qui est renfermée, c'est une cible parfaite pour, des ados, voilà, qui se cherchent quoi. Enfin clairement, j'en veux à personne, mais j'étais la cible parfaite. Donc voilà, l'adolescence a été très compliquée. J'ai subi beaucoup de harcèlement, de violences en tout genre, et ça m'a conduit à une anorexie assez forte à la sortie du lycée, qui a été, voilà, un dernier épisode de cette enfance, adolescence, on va dire, bien chaotique. Donc voilà, c'était déjà un bon chemin de croix, on va dire, pour arriver juste, à la fin de l'adolescence. Mais et ça a, je pense, énormément conditionné la personne que je suis devenue aujourd'hui, forcément. Parce que, bah, quand on vit des choses difficiles, on n'a pas beaucoup de choix, en fait. C'est soit on subit et en fait on se renferme d'autant plus, et on finit par, plus jamais vouloir s'ouvrir aux autres finalement, ou plus jamais vouloir faire quoi que ce soit, perdre totalement confiance. Ou alors on s'en sert un peu comme une forme «d'arme» entre guillemets pour avancer, et puis en se disant: «Bah, en fait j'ai vécu des choses horribles, maintenant,
bah, je vais m'en servir et de toute façon, je peux pas «vivre pire» entre guillemets, donc bah, full confiance pour la suite, quoi. Je veux dire, le pire est derrière moi et maintenant j'ai plus qu'à me concentrer sur ce qui peut m'arriver de bien avec, l'expérience, le bagage que j'ai pu avoir avant. Donc voilà, ça a été très compliqué, c'est sûr. Je le raconte un peu dans mon livre d'ailleurs. Voilà, c'était une période qui a été vraiment très, charnière dans ma construction, mais qui, je pense, peut devenir une force. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent, à la suite de la lecture du livre de harcèlement qu'ils ont pu vivre et cetera et qui ont réussi à le transformer en une force, ben, pour oser faire des choses, pour, se lancer et puis tout simplement pour retrouver une vie normale. Donc voilà, c'était dur, mais ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui et je suis plutôt contente d'être celle que je suis, donc c'est voilà. Mais C'est bien transformé, on va dire. comment ce drame que tu vis à 6 ans, surtout que tu es une fille, introvertie, comment tu gères cette période-là? Est-ce que, tu t'intériorises tout, tu extériorises rien, tu en parles à personne? Comment tu gères tout ça? Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, je me suis totalement renfermée, en fait. Je parlais pas du tout ni de ce que je ressentais. D'ailleurs, j'avais du mal à expliquer, à ressentir quelque chose, en fait. Je pense que j'ai coupé même, au-delà de ce que je pouvais exprimer, j'ai coupé même mes émotions, en fait. Je voulais pas ressentir parce que c'était trop douloureux. Donc je me suis un peu coupée de tout et puis derrière, bah, forcément le dialogue, j'avais déjà du mal à savoir moi ce que je voulais exprimer, donc l'exprimer aux autres, c'était encore plus complexe. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps à en parler, je pense, bien une dizaine d'années, avant de pouvoir mettre des mots là-dessus et puis, pouvoir dire clairement, que j'avais souffert ou mettre des émotions. Jusque-là, c'était très compliqué et puis je dirais que ça fait seulement, 5-6 ans que j'arrive à en parler ouvertement, et à vraiment, bah, voilà, je pense que j'ai enfin fait mon deuil, mais ça m'a pris, 20 ans, quoi, clairement. Et quand tu parles, du fait que tu étais un peu une cible pour les autres et cetera, hem, est-ce que les profs t'ont aidé, les gens autour, peut-être les adultes t'ont aidé? Parce que c'est un peu un tabou, mais maintenant on en parle de plus en plus, hein, du harcèlement scolaire. Mmh, Je pense que ça arrive vraiment, à beaucoup, beaucoup mmh. d'enfants. Est-ce que toi, tu as pu en parler? Est-ce que les gens t'écoutaient, prenaient conscience de ce qui se passait ou le déni total? Non, pas du tout. Alors déjà, effectivement, aujourd'hui, on en parle beaucoup et c'est bien, même si malheureusement ça empêchera pas que ça arrive. Mais déjà, au moins, on en parle, on met des mots là-dessus et du coup, on fait de la prévention et voilà, j'espère que ça va permettre de calmer un peu le jeu, et d'éviter que ça continue à se développer parce qu'aujourd'hui, ils ont encore moins de chance et qu'ils ont le harcèlement, dans les collèges et ils ont aussi le harcèlement à la maison sur les réseaux sociaux et cetera. Ce que moi, j'avais la chance de pas avoir. Mais à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Le harcèlement, c'était quelque chose de totalement tabou, c'était pour les losers clairement, et bah, c'était compliqué d'en parler avec, des personnes. Déjà, j'avais très peu d'amis, voire pas. Et puis même les amis que j'étais toujours un peu, la cible de moqueries, même au sein des groupes que j'arrivais à fréquenter, donc j'arrivais pas à me confier. Au niveau familial, c'était très compliqué aussi, donc je la seule fois où j'ai vraiment essayé d'en parler, finalement, je me suis, ratatinée parce qu'en fait, ça a été un échec, j'ai essayé de mettre des mots, mais ils étaient pas justes et en fait, j'ai fini par devoir m'excuser devant la classe, parce que ma mère, elle avait trouvé que ça comme solution pour essayer de faire taire les choses, mais en fait, je me suis excusée de rien parce que j'avais rien fait. Au contraire, c'était eux qui me faisaient du mal, mais voilà. Et à partir de cet événement-là, en fait, moi, je me suis dit: «Mais je peux plus faire confiance à un adulte, je peux plus faire confiance à qui que ce soit autour de moi, donc je garde pour moi et puis un jour, je vais changer de collège, enfin, je vais aller au lycée et je pourrais inventer une autre personne, quoi». Donc j'attendais le lycée un peu comme la délivrance et pour le coup, ça a été un peu le cas, puisqu'en arrivant au lycée, ben, moi j'habitais à la campagne, donc forcément au collège, on a fait les 4 années, c'était toujours les mêmes personnes qu'on croisait depuis la primaire. Le lycée, tu obligé d'aller en ville et donc en ville, il y avait plusieurs lycées, donc déjà ça a un petit peu dispatché les groupes. Je me suis retrouvée avec des gens, nouveaux que je connaissais pas et donc j'ai pu, voilà, recréer un personnage, on va dire, un peu plus, un peu différent de la petite fille, qui était, tout le temps, harcelée, martyrisée, quoi, et ça s'est un petit peu calmé à ce moment-là. Mais voilà, j'avais pas, pendant toutes ces 4 années-là de collège, j'en ai parlé à personne, mais j'avais pas de
j'avais pas confiance de toute façon pour le faire, quoi. Et on n'en parlait pas du tout. Enfin, clairement, il y avait pas de communication comme il y a, ces temps-ci là autour de tout ça. Mais quand tu dis réinventer, la personne que tu es, tu pars du principe que tu arrivais pas à être, qui tu étais vraiment à cette période-là? Ouais, je pense que déjà il y a le fait d'être beaucoup trop jeune, pour arriver au collège. 9 ans, j'étais vraiment alors j'étais très mature pour mon âge, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui restent, j'étais quand même encore une petite fille. Je veux dire avant d'arriver en sixième, je jouais encore à la poupée, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait un décalage qui était énorme avec des gens qui étaient en troisième et qui pouvaient redoubler, qui avaient 15 ans, enfin moi je connaissais rien de la vie d'une adolescente, quoi. Et donc bah, quelque part, j'étais pas vraiment moi-même parce que déjà que j'avais pas vraiment confiance en moi et en plus de ça, j'avais toujours été un petit peu moquée. Bah, le fait d'arriver dans un endroit où j'étais encore avec des gens plus grands, qui avaient des codes encore différents, j'arrivais pas à être moi-même. Pour moi, si j'étais moi-même, ça allait être encore pire, si j'étais la petite fille finalement, de 9 ans, enfin ça allait être terrible les moqueries et cetera. Alors que finalement ça a rien changé, même en étant un autre personnage un peu plus mature, un peu plus, les moqueries ont eu lieu quand même. Mais quand je dis réinventer, c'est qu'arrivée au collège, finalement, j'ai pu, exprimer des parties de moi que j'arrivais pas à exprimer au collège, enfin quand je suis arrivée au lycée, ouais. Voilà, par exemple, j'adorais courir, j'adorais le sport, enfin en tout cas la course à pied, j'adorais ça et bah, je pouvais être la fille un peu sportive, enfin voilà, j'ai pu réutiliser des choses en fait qui me passionnaient que je m'autorisais pas à être au collège parce que dans tous les cas, ça finissait toujours mal pour, ben, m'exprimer un peu différemment, quoi. Voilà, c'était plus dans ce sens-là, Ouais, au final, c'est pas tant mmh. te réinventer, mais c'est être toi-même. Ouais, progressivement arriver à être moi-même en autorisant le personnage au complet à s'exprimer, quoi. Alors le lycée, ça a été encore, un essai, on va dire, un 1er brouillon et puis au fur et à mesure des années, c'est vrai que, voilà, maintenant je suis totalement moi-même et c'est plutôt cool, mais ça a mis, voilà, des dizaines d'années à éclore, quoi. Qu'est-ce qui a pu t'aider, peut-être une activité ou je sais pas, plein de choses différentes, durant cette période-là, vu que tu dis que tu es assez seule, comment tu tu géré tout Mmh. ça en étant enfant? Quand j'étais vraiment enfant, c'était les chevaux, je faisais du cheval et en fait, voilà, c'était mon échappatoire clairement, le contact avec l'animal, est totalement différent qu'avec, des humains. Il y a pas, ce regard jugeant, il y a pas ils ont ils s'en fichent en fait de qui vous êtes et de ce que vous faites et de quel âge vous avez, de peu importe en fait, tant qu'on leur donne, ce qui satisfait à leurs besoins et un peu de tendresse, en fait, le reste, ils s'en fichent. Donc ça m'a beaucoup aidée parce que ça me permettait d'être moi-même dans ces moments-là, juste, avec les chevaux, de pouvoir exprimer, enfin, mes envies différemment en fait à travers, ce que je faisais, avec le cheval, voilà, j'adorais partir en forêt, j'adorais faire des choses, et ça me faisait énormément de bien. C'était vraiment un échappatoire, je pense, qui était crucial et qui est toujours mon échappatoire des années après. J'ai mes 2 chevaux et je sais que quand ça va pas, c'est un endroit ressource quoi, clairement. Donc c'est vraiment ça qui m'a aidée et puis plus tard au lycée, voilà, c'est le sport aussi, de commencer un petit peu le sport, de faire partie d'un groupe sportif qui était en dehors du lycée, donc c'était un club d'athlétisme. Donc c'était encore des gens différents, voilà, ça me permettait d'être encore une autre personne dans ce club, d'avoir une place, un rôle différent encore, auprès d'autres personnes et ça a permis progressivement de me redonner confiance un petit peu en moi et puis de, voilà, trouver des ressources, pour, voilà, laisser derrière moi cette étape-là, quoi. Au final, il y a beaucoup tout l'aspect, regard des autres et cetera. Mmh. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui apportent trop d'importance au regard des autres en étant jeune, mais je pense même en étant adulte, on peut vite, agir un peu en fonction de comment les autres vont nous voir si on fait Mmh. telle ou telle chose. Comment un peu s'extraire de tout ça? Ah, quand on est jeune, c'est compliqué, encore plus à l'adolescence, je pense, parce qu'on est vraiment, on se cherche, on sait pas vraiment qui on est, donc forcément que le regard des autres, il est primordial, enfin enfin il existe partout, en fait, dans notre cadre de vie et c'est compliqué de s'en dépêtrer. Maintenant, je dirais que personne, vivra à votre place, clairement et que quoi qu'on décide, quoi qu'on fasse ou qui qu'on soit, de toute façon, il y aura toujours des personnes pour, contredire, pour juger, pour pas être d'accord et finalement, c'est quand on assume qui on est
qu'on a le moins de problèmes. Parce que finalement, quand on assume qui on est, le regard des autres, on nous intéresse beaucoup moins, parce qu'on est sûr de soi, on est sûr de ce qu'on veut être. Pas forcément ce qu'on veut être toute une vie, parce qu'on évolue, on change, etc. Mais à ce moment-là précis, on sait ce qu'on veut être. Et le regard des autres a beaucoup moins d'importance. Et après, en vieillissant, c'est un peu plus facile, je dirais, de s'en défaire parce on fait des choix qui nous ressentent sur nous-mêmes déjà, que ce soit au niveau professionnel, au niveau des loisirs. Le cercle d'amis, généralement, se réduit, et cetera. Donc on choisit, on est beaucoup plus sélectif en grandissant. Mais il y a des gens, effectivement, qui sont toujours très impactés par le regard des autres. Et le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de se dire qu'on n'a qu'une vie et que, voilà, il faut pas la gâcher, en fait, à vouloir faire ce que les autres attendent de nous ou à faire pour qu'ils pensent du bien de nous. Parce que déjà, de un, ça marche jamais. Il y a toujours des gens qui pensent du mal ou qui sont pas d'accord. Quoi qu'on fasse, mais la meilleure personne au monde, elle est pas adorée de tous. Donc, à quoi bon? Et puis, de 2, en fait, on sait pas de quoi demain est fait. Voilà, on sait pas, il peut arriver n'importe quoi. Et moi, faut pas vivre avec des regrets, en fait. Faut, faut être soi-même, faut faire ce qu'on a envie de faire. Faut aller au bout de ses rêves, même si personne n'est d'accord. Si c'est son rêve, si c'est la chose qu'on a envie de faire, peu importe le regard des autres, finalement, on sera le plus heureux en l'ayant fait. Par contre, s'arrêter au regard des autres et puis avoir des regrets, en fait, c'est une double peine pour moi. Donc voilà, c'est vraiment, se concentrer sur soi et sur ce qu'on veut faire. Et en fait, le regard des autres, généralement, il disparaît parce que les gens s'en fichent, en fait, hein, de ce que vous faites. Il y a toujours des gens pour critiquer, mais globalement, les gens s'en fichent. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, être qui vous voulez, ça changera pas la vie des autres. Donc par contre, ça peut changer la vôtre. Donc faut y aller à fond, quoi. Toi qui as vécu beaucoup de choses difficiles en étant très jeune, est-ce que tu penses qu'on est obligé de passer par des choses difficiles dans la vie pour arriver à réellement se connaître soi-même et être épanoui? Non, je pense pas et je le souhaite à personne. Franchement, j'espère enfin, je préfère que les gens vivent des choses, merveilleuses, honnêtement. Et je pense qu'on peut avoir une enfance, normale, heureuse et bienveillante et puis pour autant, se trouver et voilà et avancer dans la vie, faire plein de choses. Justement, je pense que ça aide. Après apprendre à se connaître, il y a plein de façons de le faire. Ça peut être à travers des épreuves, c'est sûr, mais ça peut être aussi, en partant voyager, ça peut être, ben, en osant lancer quelque chose qui nous fait rêver, je sais pas, ça peut être une entreprise, n'importe quoi en fait. Donc pour moi, il y a pas besoin d'avoir vécu des choses difficiles. Heu, faut juste, voilà, se donner les moyens de se connaître vraiment et pour ça, il y a plein de choses possibles en fait. Mmh. Tu parlais, d'anorexie, qui est aussi un sujet tabou dans la société, je trouve. Mmh. Hem, Comment ça arrive dans ta vie et enfin, c'est quoi en fait, l'anorexie concrètement? C'est au quotidien, c'est quoi? Ah, c'est un trouble des conduites alimentaires qui est effectivement, très répandu et très tabou. Concrètement, comment ça s'exprime? C'est une obsession pour la nourriture. Ça paraît un peu opposé à l'image qu'on a de l'anorexie où on imagine tout de suite quelqu'un de très maigre et cetera. Mais en soi, c'est à la base, dans le quotidien, c'est une obsession pour la nourriture, pour les calories, pour l'apparence, pas forcément pour l'apparence qu'on donne à voir aux autres, mais plutôt, pour soi, en fait. Je pense que c'est une espèce de on n'a qu'une envie, c'est de disparaître quelque part, c'est une forme de suicide déguisé, hein, franchement, parce que c'est très violent, je trouve, pour le corps, pour l'esprit. Et voilà, c'est quelque chose où on cherche, à diminuer le plus possible le corps pour, en fait, diminuer qui on est et puis disparaître. Clairement, c'était des mots qui étaient très présents, moi, quand j'étais malade et puis au quotidien, c'est un calvaire pour tout le monde. C'est un calvaire pour la personne qui est malade, c'est un calvaire pour la famille. Ça se Ça s'exprime, voilà, à tous les repas, à tout moment de la journée et puis, il y a les problèmes, physiques qui apparaissent donc forcément avec une perte de poids, importante, il y a tous les troubles, possibles, derrière donc des problèmes cardiaques, des problèmes, osseux, enfin voilà, une foule de symptômes finalement et de problèmes qui peuvent arriver, quand on arrive, assez loin dans la maladie. Donc malheureusement, c'est très tabou, ça commence pareil, c'est un peu comme le harcèlement, c'est des sujets qu'on commence à vraiment,
empoignée, que ce soit dans les structures scolaires ou même, professionnelles parce que, bah, il y a un vrai, ça c'est un peu le fléau de notre époque. Mais, voilà, ça reste malgré tout quelque chose dont on parle pas beaucoup. Il y a à partir du moment où c'est quelque chose qui est une maladie mentale, un trouble psychique, bah, ça reste, de l'ordre un peu de la honte quand même, alors qu'il y a pas de honte en fait, c'est comme ça. On tombe dedans pour, plein de raisons possibles et puis, bah, c'est quand ça nous arrive, il faut comme n'importe quelle maladie, il faut se faire aider, il faut soigner. Mais à partir du moment où c'est un trouble mental, c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez, difficile à évoquer, autant pour les personnes qui en souffrent que pour l'entourage. Et comment tu as fait pour arriver à sortir de là? Et est-ce que, heu, même si maintenant ça a évolué, est-ce que parfois certaines, choses peuvent faire en sorte que ça revient ou des petites, piqûres, je sais pas, qui font que tu plus tendance à pas vouloir refaire, retomber dedans, c'est pas le terme juste, mais, Retomber, tu vois ce que je veux dire? mmh, mmh. Heu, Bah, moi j'ai été hospitalisée, déjà en pédiatrie, donc pas en psychiatrie, vraiment en pédiatrie parce que je suis arrivée à un poids, et un état de un état général de santé en fait qui nécessitait d'être d'abord renutrie, de reprendre du poids avant de tenter quoi que ce soit d'autre. Donc, j'ai été hospitalisée, plusieurs semaines, en pédiatrie, j'allais avoir 17 ans. Donc ça m'a permis de reprendre 10 kilos. Donc, je suis tombée en dessous des 40 kilos, donc, j'étais vraiment, voilà, j'étais à la limite de la mort clairement. Donc ça a été la première phase de la reconstruction, je dirais. Déjà accepter qu'on va très, très mal, accepter de l'aide aussi parce que moi j'ai été hospitalisée qu'une fois. Je sais qu'il y a des personnes qui rechutent et qui sont hospitalisées énormément de fois. Moi j'ai accepté, voilà, je me suis dit: «Il faut que j'ai pas envie de finir comme ça, il faut que je m'en sorte». Donc déjà j'ai accepté l'aide qu'on m'offrait, médicale, on va dire. Je pense que c'est un premier cap, un premier déclic, qui est hyper important. Et puis derrière, ce qui m'a aidée, c'est énormément, bah, mes chevaux énormément. Heu, j'ai eu un cheval quand j'étais hospitalisée, mes parents m'ont offert un cheval et ça a été, je pense le déclic supplémentaire quand je suis sortie de l'hôpital pour me dire: «Je veux pas y retourner». Parce que j'étais plus seule en fait. J'avais quelqu'un qui comptait sur moi. Alors OK, c'était un cheval, on peut penser ce qu'on veut, c'est un animal, il se débrouille sans moi, oui d'accord. Mais moi c'était mon ami en quelque sorte et en plus de ça, il était assez délicat. Donc finalement, j'étais la seule à pouvoir le toucher et donc si j'étais pas là, bah, il allait avoir du mal à être épanoui, à survivre. Donc ça m'a donné une motivation, énorme pour ça quoi, de me dire: «Bah, il faut que je m'en sorte, il faut pas que je rechute pour lui». Ça, c'était le deuxième déclic et puis derrière, je dirais ça a été le sport, de reprendre le sport et de redécouvrir que mon corps, il pouvait me servir, pour faire des choses incroyables, pour partir à l'aventure, pour, voilà, pour découvrir un peu, le monde et puis, aussi me découvrir moi-même et ça pouvait être un allié, en fait et qu'il fallait que j'arrête d'en faire un ennemi. Maintenant, il y a toujours des possibilités de rechute, l'année dernière, j'ai vraiment rechuté, ça n'allait pas au niveau professionnel, ça n'allait pas, dans ma vie perso, enfin voilà, c'était très compliqué. Bah, c'est tout de suite, c'est le premier truc qui se met en place, en fait. Intuitivement, sans voilà, sans y réfléchir, c'est quelque chose qui est tellement ancré que, ben, dès que ça va plus dans une sphère de ma vie, hop, ça prend le dessus. La seule différence, c'est que maintenant je sais repérer les voilà, les éléments, on va dire, quand ils se pointent et puis dire, «Non stop, je veux pas de ça». Et puis, me reprendre en main, pour que ça prenne la maladie reprenne pas le dessus. Ce qui m'a aidée aussi, c'est de faire partie d'une association, Les Petits Pois là, qui est une association toulousaine de base, qui fait des groupes de parole. Voilà, de discuter, de même d'animer des fois des groupes de parole, bah, ça permet de libérer un peu ce qu'on a sur le cœur et puis de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a d'autres solutions pour se sortir d'une situation que de se priver de manger, par exemple. Clairement, en fait, si on réfléchit bien, ça sert à rien. Ça fait pas avancer le problème. Donc voilà, se prendre un peu de recul par rapport à la maladie finalement et puis, se dire: «Bah non, il y a d'autres solutions que que de gérer ça avec, ce problème alimentaire, quoi». Au Voilà, ça s'est final, fait en plusieurs phases, quoi. tu dirais que pour gérer ça au mieux, que ce soit, l'anorexie, que ce soit, même le harcèlement, scolaire, peut-être l'un, est la conséquence de l'autre, c'est de parler, d'en parler, Mmh, plutôt que de se c'est ça. renfermer sur soi. Franchement, c'est ça. Je
pense que c'est vraiment, il faut en parler. Alors il faut en parler avec des gens de confiance, c'est sûr, mais il faut en parler. Il faut pas rester en fait, enfermé dans sa bulle parce que, ce qui se passe quand on garde tout pour soi, déjà, c'est que les problèmes prennent une place, monumentale dans l'esprit. Le fait de pas en parler, ça fait que ça rumine en permanence dans la tête et finalement ça prend une ampleur, qui des fois, bah, à la base n'était pas si énorme. Hem, voilà, je pense à mes problèmes professionnels, à tout ça. Je pense que le fait si j'en avais parlé plus tôt, ça aurait pas pris une telle ampleur finalement dans ma tête alors que à la base c'est juste un petit problème de communication, enfin voilà, pas grand chose quoi. Mais quand on garde tout pour soi, en fait, ça gonfle et puis, bah, au bout d'un moment, faut imaginer on a une réserve limite et puis, bah, au bout d'un moment, ça explose et ça s'exprime de manières après, bah, qui sont plus forcément adaptées. Donc soit par des troubles alimentaires, soit par, je sais pas, des scarifications, des choses qui sont difficiles quand on est adolescent, par exemple. Donc voilà, la seule solution à tout ça, je pense que c'est vraiment le dialogue, en parler un maximum et ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des possibilités d'en parler avec, si on veut pas en parler avec des proches, par exemple, des possibilités d'en parler avec des organismes qui sont dédiés pour ça, qui sont à l'écoute, qui ont les bons mots et qui vont réussir à désactiver un peu la bombe quoi, voilà, arriver à dire, bah, faire prendre du recul sur ce qui se passe vraiment et puis, à s'en sortir plus facilement, j'allais dire, en tout cas avec un peu plus d'aide, un peu plus de soutien. Tu parlais du sport comme, échappatoire. Comment l'ultra-endurance, elle arrive dans ta vie? Elle arrive dans ma vie justement à un moment où j'ai besoin d'échappatoire. Heu, C'était une période assez compliquée avec, mon ex-compagnon. Heu, Déjà au niveau professionnel à ce moment-là, ça allait pas très bien, et en fait, je faisais du vélo, pour le plaisir, je faisais un petit peu de compétition mais pas voilà, j'étais pas trop là-dedans. Par contre, j'étais attirée par le voyage, j'étais attirée par l'aventure et en fait, un jour, on partait en vacances et je lui ai dit: «Non mais moi, en fait, tu vas me rejoindre en voiture, mais moi je descends à vélo». Il m'a dit: «Mais on va à Nice?» Je dis: «Oui, oui, on va à Nice». Moi j'habite à Besançon, donc dans Franche-Comté. Et j'ai dit: «Non, mais je vais faire ça en 3 jours. Dans 3 jours, tu me rejoins en bas. Moi, j'ai besoin de ça». Et en fait, j'ai acheté des sacoches sur internet, enfin, je connaissais rien du tout, je traçais un truc sur Strava, enfin, je savais pas où je mettais les pieds clairement et en fait, dès les premiers coups de pédale le matin, là, en partant de nuit, je me suis dit: «Mais en fait, c'est génial, je suis libre». Je suis toute seule sur mon vélo, en pleine nature, il y a personne, il y a pas un bruit et en fait, c'est ça la liberté, quoi. De pouvoir, rouler toute la journée, découvrir des paysages que j'avais, voilà, des fois un peu vus en voiture, mais je veux dire, c'est pas la même chose. De pouvoir m'arrêter quand je voulais, d'être totalement libre finalement, de de faire ça à travers un sport, en fait, finalement, qui permet de faire des longs voyages sans non plus, dégrader son corps, quoi, comme la course à pied, par exemple, des choses comme ça où à la fin d'une journée, on est cuit. Là, en fait, on peut enchaîner les journées et je me suis dit: «Mais c'est génial ce sport, c'est exactement ce que je recherche dans le sport, finalement». Et donc, en revenant de ce voyage, bon, ça m'a beaucoup, chamboulée, hein, parce que c'est un voyage qui a été très introspectif. À la fin, je me suis séparée de mon conjoint, finalement. Et puis j'ai entamé un long processus, de changement, on va dire et je me suis dit: «Je m'inscris sur une course de 1000 kilomètres en juin prochain». Ça me laisse, 7 mois pour me préparer, allez, j'y vais. Et puis, ça a été encore plus, ça a été la confirmation finalement que c'était un sport, qui permettait de se découvrir, enfin énormément quoi. Enfin, je suis revenue, on a tendance à dire en ultra, quand on part et quand on revient, on n'est plus la même personne et c'est totalement ça, quoi. Et tu as fait, une course, la Race Across France de 2 500 Mmh. kilomètres avec 35 000 mètres de dénivelé positif si je me trompe pas. Ce Ouais, qui c'est est ça. énorme pour ceux qui connaissent pas trop le vélo, 35 000 de D+ sur, 2 500 kilomètres, c'est énorme. Mmh. Pourquoi cette course et à quoi tu penses dans des efforts aussi longs? Parce que je suppose que comme c'est une course, tu as peu de sommeil, tu commences pas à faire une vraie nuit et cetera. Donc tu mets vraiment Mmh. ton corps à rude épreuve. Qu'est-ce que quelles sont tes pensées durant toute la course?
Bah, c'est très variable. J'ai fait un réel il y a pas longtemps en rigolant en disant, quand on me pose cette question, je réponds tout le temps, soit je mange, soit je pense à manger. C'est un peu vrai. On est un peu, en fait, on est ramené à ses besoins primaires, en fait. C'est-à-dire trouver à manger, trouver à boire surtout, et trouver un endroit pour dormir ou se mettre à l'abri. Et du coup, on en revient en fait à l'essentiel, voilà, aux bases en fait qu'on oublie trop souvent ou qu'on trouve trop normal en fait de nos vies quotidiennes. Enfin, je veux dire, ça paraît normal d'ouvrir un robinet, d'avoir de l'eau, d'ouvrir un frigo et d'avoir à manger, et puis de dormir dans un lit, sous un toit. Et en fait, l'ultra, ça ramène à ces choses-là qui sont en fait bah, pas si normales finalement. Et puis à écouter ces besoins-là qu'on n'écoute pas non plus énormément dans la vie. Enfin voilà, on va manger des fois plus qu'on a faim, par gourmandise, par, voilà, par envie. Enfin, on va dormir plus qu'on a besoin ou se reposer plus, enfin, et cetera. Et là, en fait, en ultra, bah, on revient, à écouter son corps vraiment, ses besoins primaires. Et je sais pas, c'est quelque chose qui est assez, c'est une expérience qui est assez importante, je trouve. Et du coup, on pense énormément à ces choses-là en premier. Après, ben, il y a aussi beaucoup de moments d'introspection finalement, où on réfléchit, à beaucoup de choses. Moi, généralement, je refais un peu le tour de ma vie dans ces moments-là. Alors, je dis pas que les réflexions sont toujours productives, surtout quand, il manque, quelques heures de sommeil au compteur. Mais, ça permet de, voilà, de faire un point un peu sur sa vie, je trouve. De se dire: «Ben, ça, je veux plus de ça dans ma vie, ça, voilà vers quoi je veux tendre». Puis de réfléchir à des actions possibles, à des choses à mettre en place. Donc voilà, ça, pour moi, c'est un vrai moment d'introspection, et c'est un moment, en fait, qu'on a pour soi. C'est très rare les moments, finalement, dans la vie où on est seul avec soi-même, où on n'a rien d'autre à faire que penser à soi, à ses besoins. Dire on a tous des vies à 1000 à l'heure, on doit faire, plein de choses, on doit penser aux autres, on doit penser, aux cadeaux pour le copain, à ci, à ça, et en fait, bah, sur un ultra, on pense à plus rien de tout ça. On est juste avec soi-même, et c'est des moments qui sont extrêmement rares, je trouve. Et voilà. Après dire que je réfléchis toute la journée, clairement, c'est non. Il y a plein de moments où je pense qu'il se passe rien dans ma tête, clairement, mais voilà, ça fait partie du process, et c'est assez, bluffant, tout ce qu'on peut, drainer, en fait, bah, comme chose, comme pensée, comme souvenir pendant ces moments-là. Et justement, on abordait un petit peu la solitude, en début de podcast. Là, Mmh. un petit peu aussi. Oh. C'est quoi ta relation avec la solitude? Bah, je vais rien, enfin, je spoil pas, je pense, en disant que j'aime beaucoup être seule. C'est des moments qui sont très importants pour moi. Alors petite, en fait, je me suis forgée, je pense, dans la solitude, clairement. C'était c'était pas volontaire, c'était pas un choix. J'avais pas envie d'être seule à plein de moments, mais bon, ben, c'était comme ça. Et bah, un peu comme pour tout le reste, je pense que j'en ai fait une force, en fait, de savoir être seule. Il y a beaucoup de gens qui savent pas être seuls, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à expérimenter vraiment, parce que quand on est seul, quand on arrive à être seul, à s'aimer suffisamment soi-même et à faire des choses par soi-même, en fait, c'est dans ces moments-là qu'on peut donner énormément aux autres finalement. Et voilà, je pense que j'ai appris à aimer la solitude, à aimer être vraiment seule. Alors j'aime bien aussi partir seule, en montagne, j'aime bien, voilà, pas forcément qu'en vélo. Ces moments-là, ils sont hyper importants pour moi, pour être bien après avec les autres aussi, quoi. C'est, voilà, c'est des moments où on apprend vraiment à être, avec soi-même, à se connaître, et puis à comprendre ses limites, à savoir ce qu'on veut. Et puis en fait, quand on a été beaucoup tout seul, ben, on apprécie d'autant plus, bah, les petites choses, au quotidien, avec d'autres personnes, quoi. Enfin, pour moi, c'est les 2, ils forment un équilibre, clairement. Tu penses qu'il faut arriver à être bien seul pour être bien, avec les autres? Je pense que, je pense que quand on arrive à être vraiment bien seul, on arrive à plus attendre énormément des autres finalement, parce qu'on doit se débrouiller, par soi-même pour à peu près tout. Et en fait, on est dans des relations totalement différentes quand on n'attend rien de spécial des autres. Juste, ce qu'ils ont envie de nous donner, ce que nous on a envie de donner aussi. Et du coup, on est dans des relations qui sont totalement différentes, parce qu'il y a pas cette notion du donner pour rendu. Enfin, voilà, juste, on est avec l'autre, et puis, bah, ce qu'il a à nous donner, on prend.
et puis ça nous suffit, en fait, parce que si on a appris à être tout seul et à s'autosuffire, bah, en fait, tout ce que l'autre peut nous donner, c'est du plus, quoi, clairement. Et ben, ça moi, je trouve que ça simplifie énormément les relations et ça les apaise aussi beaucoup. Parce qu'il y a moins d'attentes, il y a moins de voilà, on est juste, on prend ce qu'on nous donne et ça nous suffit, quoi. Donc après, ça, c'est ma vision, elle est peut-être un petit peu extrême, je dirais, mais je pense que, ouais, apprendre à être un petit peu seul, à faire des choses par soi-même, ça ne peut qu'aider à mieux s'entendre avec les autres, à être mieux dans des relations, Et quelles comment qu'elles soient ex d'ailleurs. et comment expliquer que, je pense, une majorité des gens n'aiment pas et fuient cette, solitude? Alors je sais pas pour la majorité, mais je pense que c'est beaucoup des parce qu'on est dépendant des autres, en fait. Enfin, on croit l'être, on croit avoir besoin des autres pour plein de choses, on croit avoir besoin des autres pour, se lancer. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent sur les réseaux, en particulier des femmes, bah, moi, j'aimerais beaucoup aller faire du vélo, mais j'ose pas le faire toute seule, et en fait, on croit qu'on a besoin des autres pour le faire, alors que finalement, si on prend son vélo et puis qu'on y va, ben, en fait, on se rend compte qu'on est largement capable de le faire, quoi. C'est beaucoup de la peur de se retrouver dans une situation qu'on peut pas gérer, ou de s'ennuyer, de puis de pas avoir l'approbation des autres aussi, parce que si on part seul quelque part, c'est que personne n'a voulu venir, enfin voilà. Alors que finalement, quand on part tout seul et qu'on est confronté à ces moments-là, bah, en fait, on se rend compte qu'on est capable de s'en sortir, que finalement on s'ennuie pas tant que ça quand on est tout seul et que, ben, ça nous fait d'autant plus apprécier les moments après, en groupe, à plusieurs ou à 2. Mais je pense que c'est beaucoup par peur que les gens ils aiment pas être seuls, enfin qu'ils le disent en tout cas. Là, j'ai un ami qui me répétait tout le temps ça, qu'il avait peur d'être seul et voilà, qui c'est quelque chose qui le freinait même dans ses relations un petit peu avec les autres ou en couple. Et finalement, bah, à force d'en discuter, de faire un travail sur lui-même, il est parti faire l'Exatrek, donc qui est un trek, qui traverse la France, qui fait plus de 3 000 kilomètres à pied et il est parti tout seul, quoi. Donc et finalement, ben, je pense que j'ai hâte qu'il me raconte son périple à son retour, mais je pense qu'il aura appris, beaucoup plus sur lui-même en quelques mois que dans toute sa vie jusqu'à là, quoi. Et il a osé et finalement, il s'est rendu compte que, bah, il y arrivait déjà, qu'il se passait rien de spécial autour de lui, que les gens autour de lui disparaissaient pas pour autant, au contraire, et que finalement, bah, c'était génial, quoi. Donc voilà, il faut juste, oser, faire le premier pas et puis mais voilà, souvent les gens sont retenus par la peur, quoi. Qu'est-ce que tu recherches, dans l'ultra endurance? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que je recherche un peu les limites, malgré tout, même si à côté aventure, introspection et cetera, on est aussi dans du sport et je crois que je on est toujours un peu à la recherche de connaître ses limites finalement. On se rend compte finalement qu'on n'en a pas tant que ça, des limites, parce que, bah, le corps est incroyable et puis alors quand la tête a envie d'un truc, bah, en fait, il c'est un magnifique petit soldat qui exécute tout bien et en fait, ben, les limites qu'on croyait s'être fixées clairement, généralement, elles explosent sur ces ultras. On se dit: «Mais en fait, je pensais que ma limite, elle était de dormir, je sais pas, 1 heure toutes les 24 heures». Bah, finalement, non, quand la tête, elle a envie, je suis capable de faire moins, plus, enfin, voilà, c'est je pense qu'on est quand même à la recherche de ces limites-là, de savoir jusqu'à quelle barrière on peut pousser et puis, l'autre dimension, c'est vraiment, ces moments toute seule, ces moments bah, d'introspection, de solitude, des moments en fait, que pour moi j'arrive à vivre nulle part ailleurs, quoi, clairement. Dans ma vie quotidienne, j'ai beau, passer beaucoup de temps seule, j'ai pas cette liberté d'esprit que je peux retrouver sur un ultra où clairement en fait il y a plus à penser à rien d'autre qu'à soi et à ce qu'on fait. Je dis pas que j'oublie complètement les gens autour de moi, hein, je veux dire on est connectés, il y a les réseaux, il y a plein de choses, mais il y a plus cette contrainte en fait de devoir être présent, de devoir être on est voilà, c'est des choses qui du coup à petite dose comme ça sur des ultras, c'est vraiment ce que je recherche, je pense. Quand on parle d'ultra, il y a sûrement des fois où tu dois abandonner. C'est quoi, Mmh. ta relation avec l'échec? Bah, j'ai abandonné l'année dernière sur mon premier essai, de la Race Cross France 2500. Ça a été très compliqué, d'abandonner. Alors pas physiquement parce que physiquement il fallait abandonner, c'était une nécessité, on va dire même médicale. Mais la relation derrière avec moi-même pour gérer l'échec a été très dure.
parce que je pense que je m'étais, il y avait plein de choses. Il y avait une espèce de «pression, sociale» entre guillemets parce que, bah, j'étais attendue, sur cette course par, des gens qui me suivent et cetera, qui voulaient que j'aille au bout et enfin, c'était bienveillant, hein, mais voilà, il y avait du coup, on se met quand même une pression de se dire, «Bah, mince, j'ai abandonné donc finalement je vais pas être, à la hauteur de leurs attentes». Heu, il y avait aussi une dimension, personnelle de se dire: «Bah, en fait, j'ai échoué». Une remise en question et une baisse de confiance en soi finalement de se dire: «Bah, j'ai pas réussi donc quelque part c'est que j'ai j'ai loupé quelque chose ou alors je suis incapable de le faire». Voilà, il a fallu beaucoup de temps pour digérer ça et puis, et puis le fait de se dire: «Bah, en fait, c'est peut-être là ma limite finalement». Peut-être que je l'ai trouvée et du coup, bah, accepter qu'on puisse avoir cette limite à cet endroit-là alors qu'on avait fixé plus haut. Heu, voilà, ça a été une 3e phase un peu compliquée où je me suis dit: «Ben, peut-être pas capable en fait». Et en fait, ce qui m'a aidée à dépasser cet échec, c'est que l'organisateur, a été très présent. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui m'a dit: «Mais en fait, l'année prochaine, tu es là, tu es au départ». Et oui, je lui ai dit: «Oui, oui, bah, ouais, avec plaisir, ouais». En me disant: «Non mais de toute façon, si j'ai abandonné là, c'est que j'en suis pas capable», voilà, en remettant en question, tout ce que j'étais, tout ce que j'avais fait, jusque-là en ultra. Et puis en fait, plus les mois ont passé, plus je me suis dit: «Non mais en fait, je vais y aller». Et puis, ben, peu importe ce qui se passera, je vais kiffer l'aventure et puis pas de pression, quoi. Et finalement, ça a été la plus belle aventure que je pouvais vivre donc voilà. Finalement, cet échec, il a été, salvateur parce qu'il a changé ma façon de penser, ma façon enfin, d'aborder, en fait, un ultra en me disant: «Ben non, j'y vais pour vivre quelque chose pour moi et en fait, le reste, c'est secondaire». Puis finalement, c'est là qu'on fait des fois les meilleures performances Mmh, parce qu'on est libéré et donc c'était un échec qui finalement, était dur à encaisser mais qui a été salvateur, quoi. ouais, en fait, tu prends un autre, c'est le même objectif, mais sous une autre, forme, quoi. Tu le prends pas de la même façon. Mmh. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va avec, tout le reste, ça va en fait, on peut faire les liens entre tout avec, l'anorexie, avec, le harcèlement, avec plein de choses. C'est que en fait, c'est prendre une situation qui a été difficile, qui a été vécue comme un échec ou en tout cas comme quelque chose de dur et se dire: «Bah, en fait, le problème, c'est peut-être pas ce qui s'est passé, c'est peut-être juste la façon dont moi je l'ai vécu ou dans la façon dont moi je l'ai accepté» et puis, bah, changer juste ça en se disant: «Ben, je vais juste changer ma façon de voir les choses finalement et peut-être que la prochaine fois, bah, ça ira mieux». Et puis en fait, bah, ouais, ça marche, ça aide en tout cas à changer de perspective et donc à se relancer, quoi. Et est-ce que, quand tu es dans un ultra et que tu es un petit peu dans des périodes, difficiles dans l'ultra, est-ce que tout ce que tu as vécu dans ton enfance t'aide à justement continuer mentalement? Ouais, vraiment, je pense qu'il y a des moments quand ça devient très, très dur, j'aime bien me rappeler en fait ce par quoi je suis passée, heu, en me disant: «Ben, voilà, tu as vécu pire de toute façon». Il y a des moments de souffrance physique qui ont été pires que celles que tu vis aujourd'hui. Il y a eu des souffrances, morales qui sont pires que ce que tu vis maintenant sur ton vélo. Ça, tu l'as choisi, c'est une aventure, c'est un jeu. Donc bah, arrête de te focaliser sur le négatif et merde, profite quoi. Lève les yeux, regarde ce qui se passe autour de toi, enfin, tu sur un moment OK, c'est difficile, tu passes un moment pas sympa sur ton vélo, mais alors, enfin, tu là quoi. T'es là, t'es vivante, t'es en bonne santé, t'es capable de faire ça donc enfin, repense à la petite fille qui aurait voulu, qui aurait donné n'importe quoi pour être à cet endroit-là, 10-20 ans plus tard et puis, bah, fonce quoi. Donc ouais, ça m'aide énormément franchement, mais voilà, dans le bon sens en me disant: «Mais si tu survécu à tout le reste avant que t'avais pas choisi, ça va le faire quoi». Et justement, si tu rencontrais, toi, petite fille à 5 ans, là, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais en sachant tout ce qui s'est vécu par la suite? Je lui dirais de pas accorder trop d'importance aux autres et de vivre ses rêves. Clairement c'est une petite fille qui avait énormément de rêves, d'ambitions et en fait, je lui dirais: «Mais tout ce que tu imagines possible, bah, ça l'est. À partir du moment où tu l'imagines, c'est que c'est possible. Enfin, vas-y, fonce, quoi». Voilà, c'est vraiment la chose que j'aurais envie de dire et puis, de lui dire: «Mais ça va aller, en fait, il y aura forcément des périodes difficiles, il y aura des périodes sombres, mais bah, on s'en sort toujours, si on continue d'avancer». Le c'est aussi un peu ce qui se passe en ultra quand ça va pas, c'est que
l'erreur que beaucoup de gens font, c'est s'arrêter. Et en fait, bah, il faut juste continuer à avancer. On avance plus doucement, plus laborieusement, on souffre un peu, mais en fait, on continue d'avancer, puis on sait pas pourquoi, à un moment donné, ça revient. Bah, en fait, dans la vie, c'est la même chose, quoi. Il y a des périodes qui sont plus compliquées, plus noires, et puis bah, si on s'arrête sur ces moments-là, bah, en fait, on reste figé dans quelque chose de complexe. Alors que finalement, si on continue d'avancer, même très doucement, bah, on avance. Puis bah, à un moment donné, tout se décante et on sait pas pourquoi. D'un jour à l'autre, ça va mieux, tout s'aligne et puis c'est reparti. Et voilà. Et finalement, on a continué d'avancer et c'est ça qui a sauvé, quoi. Donc c'est vraiment, si je pouvais me donner un conseil, c'est ça, quoi. C'est continue d'avancer, même si c'est dur, ça ira, quoi. En fait, j'ai l'impression, avec tout ce que tu me dis, que faire, un ultra, c'est un peu refaire toute la vie que tu as vécue sur une course. Ouais. Ouais, d'une certaine manière, c'est ça, ouais. En fait, tu passes par tellement de choses sur un ultra, c'est un peu un condensé de vie en quelques jours, finalement. Mais que tu fasses, 1000, 2500 ou 4000 kilomètres, je pense que c'est pareil. C'est juste à partir du moment où tu es face à des moments seuls, complexes et cetera, où tu passes dans des phases, difficiles, finalement, bah, tu déjà dans un espèce de condensé de vie, finalement. Et il y a jamais personne qui a une vie toute lisse. Hem Voilà, pour que tout se passe bien tout le temps, donc bah, il faut juste arriver à dealer avec ces moments-là et puis continuer d'avancer et c'est exactement ce qui se passe sur un ultra, en fait. Il y a jamais un ultra, quelqu'un qui va te dire, «Tiens, j'ai fait, 175 bornes à pied ou alors, 1000 bornes à vélo» et puis alors, franchement génial du début à la fin, pas un problème, c'est pas possible. Il y a forcément des moments compliqués, des moments où on trouve pas à boire, à manger, des moments où on est fatigué, où on souffre. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans la vie, quoi. C'est voilà, c'est un condensé, quoi. Clairement, moi, je pense que ça m'a aidé en tout cas à avancer à mettre derrière moi, un peu de mon passé, en me disant: «Bah, en fait, je suis toujours là, j'avance et finalement, c'est comme sur mon vélo, je continue d'avancer et puis ça va bien, quoi». Donc clairement, il y a beaucoup de personnes qui font de l'ultra qui disent ça à la fin en disant: «Ouais, c'était un condensé de vie, en fait». On a tout en accéléré sur quelques jours, mais c'est ça et ça fait prendre beaucoup de recul, quoi. Est-ce que tu as peur de l'inconnu? Non, pas du tout. Enfin, j'ai eu très longtemps peur de l'inconnu. Je pense parce que j'étais bloquée dans mes peurs, dans mon passé et plus aujourd'hui, non. Au contraire, je dirais plus que qu'il m'attire là. Je suis partie ces derniers jours là, je suis partie faire 3 jours de vélo, toute seule, c'était pas prévu, c'était à l'arrache, jusqu'en Italie du Nord, en passant par la Suisse romande, je connaissais rien des paysages que j'allais découvrir. Je connaissais pas les langues parce que je parle pas du tout l'allemand et pas trop l'italien. Enfin voilà, je suis partie dans l'inconnu complet et c'était génial, quoi. J'ai pas eu peur de partir, j'ai plutôt eu un peu les boules de revenir, quoi. Et quand tu pars comme ça sur ce style d'aventure-là, hem, tu y vas pour te retrouver totalement toi-même ou tu y vas pour partir aussi à la rencontre des gens? Franchement, j'ai pas vu grand monde, pendant 3 jours, honnêtement. Je suis pas quelqu'un alors je suis pas devenue quelqu'un de très extraverti pour autant, hein, même si, aujourd'hui j'ai retrouvé l'usage de la parole, c'est déjà pas mal et je communique plus facilement avec les gens, voilà, j'arrive plus facilement à être dans l'échange, dans le dialogue, mais pour autant, je suis pas quelqu'un qui va aller, arrêter une personne dans la rue pour discuter ou se mettre à parler avec des gens. Ça reste, voilà, bon, je reste quand même assez timide. Donc j'ai pas vu grand monde sur ces 3 jours, mais par contre les rencontres qu'on fait, elles sont pas dues au hasard. Moi, j'y crois pas trop à ça et c'est des rencontres qui vont changer quelque chose. Sur des voyages comme ça, on va rencontrer une personne qui va vous dire, 3 mots, mais c'est les 3 mots que vous aviez besoin d'entendre à ce moment-là et c'est aussi ce qui s'est passé sur la RAF. J'ai rencontré très, très peu de gens, mais les seules personnes avec qui j'ai échangé finalement, ils ont tous apporté quelque chose au voyage, bah, qui étaient là au bon moment, quoi, clairement, des personnes bienveillantes, des mots gentils, voilà, c'est aussi peut-être un peu aussi pour ça qu'on le fait, mais voilà, c'est pas forcément pour aller rencontrer des gens, c'est plus pour ces moments-là un peu volés, quoi. Et justement, c'est quoi, les phrases peut-être qui t'ont le plus marqué enfin que avec Mmh. des gens que tu as rencontrés? Bah, il y a une phrase qui m'a énormément marquée, c'était à la fin de la 1re Race Cross France là, il y a 2 ans.
En fait, j'ai eu un problème sur cette course, c'est que je suis tombée, la première nuit, on va dire, à mi-parcours et je me suis fait une entorse cervicale. Bon, je savais pas que c'était ça, mais en tout cas, ça m'a beaucoup abîmé les ligaments, au niveau de la nuque et en fait, ma tête, tombait. Mais vraiment littéralement, c'est-à-dire que je pouvais plus la tenir et j'étais obligée de la tenir avec mon pouce, mes mains. Donc je tenais le guidon d'une main et puis ma tête de l'autre et c'était assez infernal et j'ai tenu comme ça, on va dire, 300-400 kilomètres, je pense, à trouver des subterfuges pour faire tenir ma tête, à souffrir, vraiment compliqué, quoi. Et puis, en fait, à 150 bornes de l'arrivée, parce que je voulais finir dans tous les cas, je me suis arrêtée, j'ai lâché prise et puis j'ai trouvé une solution à ce moment-là. Voilà. Je pense que c'est parce que j'ai accepté de lâcher prise puis de me dire: «Merde, ça va pas et tout». Et du coup, j'ai comment? J'ai mis une chambre à air sur mon casque et ça m'a permis de tenir ma tête sur la fin. Et en fait, à ce moment-là, je croise, Steven, donc c'est un autre coursier, qui faisait lui la 2500 à l'époque et en fait, qui était pas très lucide, non plus, qui avait pas trop dormi les dernières 48 heures et en fait, qui m'a juste dit, «Mais Avril, c'est la première fois que tu lâches ta tête, genre que tu lâches prise, quoi». Et le mec, il me connaissait pas du tout et il me sort cette phrase-là, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, enfin comment il a pu me dire ça? Il me connaît pas», c'est des mots qui ont résonné très fort. Alors sur le coup, ça m'a un peu, coupée, on va dire. «Mais c'est pas possible» et en fait, ces mots-là, ils ont résonné en moi pendant des mois et en fait, même encore 2 ans après, je lui en parle des fois, je dis: «Mais tu m'as marquée, quoi». Hem C'était clairement, ce qui s'était passé dans cette course, quoi. J'ai lâché prise, pour la première fois de ma vie, je pense, j'ai vraiment lâché prise et j'ai vraiment été moi-même et je me suis vraiment retrouvée pendant cette course et c'était la phrase qui symbolisait tout, quoi et à partir de ce moment-là, je vais pas dire que je sentais plus mes cervicales parce que, voilà, j'avais quand même une entorse, mais j'avais ma chambre à air sur la tête, là, je tenais ma tête et j'étais la plus heureuse parce que, en fait, j'étais délivrée, quoi. C'était voilà, c'était très, très marquant et c'est ce genre de choses, qui changent complètement, qui peuvent changer une personne, en fait, clairement. Moi, ça m'a changé. Putain, c'est chaud. Comme quoi quelques mots dans des moments, Ouais, compliqués, ça te rebooste. c'est pour ça ça rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut en parler, en fait, de tout, de ce qui nous arrive et cetera parce que, ben, des fois, les mots d'une personne peuvent, changer complètement la façon dont on perçoit, la situation ou soi-même, en fait. C'est voilà, juste, il suffit de tomber sur, les bons mots, la bonne personne au bon moment et puis, en fait, ça peut tout changer vraiment. Mmh. C'était Steven Le Yarrick. Ouais, c'est ça, Je l'ai reçu dans c'est le ça. podcast. OK, C'est ouais, d'ailleurs, c'était ouais, une belle machine aussi, mentalement, ouais, physiquement, tout ce que tu ouais, veux, impressionnant. ouais, ouais, bah, clairement, ouais et c'était clairement, une rencontre assez folle, quoi. Et c'est assez marrant de se dire que pour une personne qui est timide à la base, d'écrire un livre sur soi, Ouais, heu, comment cette idée te vient à l'esprit de t'ouvrir complètement au monde, au final? ouais. Bah, ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, en tout cas dans mon entourage proche, en me disant: «Mais tu dis jamais rien et là, tu vas tout déballer». Ben, ça peut paraître contradictoire et en même temps, moi, je pense que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de l'écrire plus que de le dire déjà, parce que ça reste plus facile pour moi de le coucher sur un papier que vraiment de mettre des mots dessus à l'oral et en fait, j'avais besoin de le faire pour moi, mais surtout, pour d'autres personnes, pour, des personnes qui arriveraient pas non plus à trouver les mots et heu et en fait, les retours, j'en ai reçu pas mal mais ceux que j'ai reçus où en fait les gens, en particulier des femmes me disent: «Mais c'est tu mis les mots sur quelque chose que j'arrive pas à dire depuis 10 ans» et en fait, ça a relancé le dialogue avec mon conjoint ou ma famille et je me suis dit: «Mais en fait, c'est l'objectif, il est atteint, en fait». Même s'il y avait eu qu'une personne qui m'avait dit ça, c'était voilà, c'était pour ça. Je me suis dit: «Il y a plein de personnes qui trouvent pas forcément, les mots pour exprimer des choses, pour exprimer ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles traversent et peut-être qu'en moi, faisant cet exercice, ben, je pourrais aider des personnes à faire la même chose, soit à l'oral, soit à l'écrit, soit en faisant lire le livre à la personne, en disant: «Bah, tiens, lis, elle a mis des mots sur ce que j'arrive pas à dire», enfin voilà, des choses, comme ça. Donc je l'ai fait pour moi, mais je l'ai aussi fait pour ces personnes-là
Et puis moi, je pense que j'avais besoin de tirer un trait sur mon passé, en fait, de dire, bah maintenant, voilà, c'est écrit, c'est un peu comme si je fermais le chapitre, quoi. On ferme le bouquin et voilà, c'est du passé maintenant, il faut s'en servir pour avancer, mais faut tourner la page sur tout ça, quoi. Et c'était pour moi assez symbolique de faire ce livre en disant, voilà, c'était vraiment une page qui se tourne et maintenant on commence un nouveau livre avec une personne un peu plus apaisée, plus entière, qui sait ce qu'elle veut, qui elle est, etc. Donc la démarche, elle paraît assez folle, mais en fait, moi, elle avait vraiment du sens, quoi. Et ça t'a pris combien de temps pour, écrire ce livre? Bah, pas tant de temps que ça, finalement. Parce que déjà, les 3/4 du livre, c'est des écrits que j'avais gardés, qui sont des extraits de mon journal intime de quand j'avais 13 ans, que j'ai laissé quasiment brut, en fait, parce que je trouvais que ça retranscrivait vraiment les émotions vécues dans l'instant, en fait. C'était des moments où j'avais que l'écriture comme exutoire et où voilà, j'avais pas d'amis, j'étais assez isolée, seule et en fait, ben, écrire c'était vraiment ce qui me délivrait de ce que je ressentais et je me suis dit: «Je vais garder ces notes, je vais conserver ça parce que bah, il y a ma vie là-dedans» et quand je suis retombée dessus je sais pas, genre, je dirais 4-5 ans, je me suis dit: «Je vais les retranscrire», sans au départ, j'avais pas l'idée de les publier, hein, juste les retranscrire pour moi, pour en garder une trace parce que c'était sur du papier volant, ou des petits carnets donc voilà, je voulais garder une trace, on va dire sur l'ordinateur, enfin voilà, un peu plus matérialisé. Et puis finalement, plus ça avançait, plus je me suis dit mais il faut que j'en fasse quelque chose de ces écrits parce que ils sont durs, ils sont violents, mais ils décrivent tellement la réalité des personnes qui vivent des choses difficiles pendant l'enfance ou des troubles alimentaires que moi j'aurais voulu lire ça à cette époque et pouvoir dire, ben, par exemple à mes parents, tenez, lisez ce livre. C'est ça qui se passe dans ma tête et je sais pas comment vous le dire, en fait. Et j'ai pas trouvé à l'époque, de livres comme ça. Il y en avait sûrement, mais j'ai pas trouvé. Et voilà, je me suis dit: «Faut en faire» et du coup, derrière, ça a été assez vite finalement de le finir, et puis de l'envoyer, à des éditeurs, quoi. OK, ouais, non, c'est cool. Au final, en fait, là où tu peux avoir du mal à vraiment dire ce qui se passe en toi à l'oral, à l'écrit, tout est beaucoup plus simple et au moins tu as le temps de pouvoir Ouais, réfléchir aux bons mots et pas sortir ça du tac au mmh. tac, oralement. Ouais, c'est ça. En fait, l'écrit, ça permet de réfléchir un petit peu plus, de choisir mieux ses mots et puis de poser, vraiment, des émotions, on va dire, ouais, à des moments, c'était presque de l'écriture intuitive, quoi. J'écrivais vraiment ce que je ressentais, comme ça et puis ça me délivrait, en fait, sur le coup, ça me faisait du bien. J'avais l'impression, pas de me confier, mais quelque part, de lâcher un petit peu ce qui n'allait pas. Donc ce que j'aurais pas pu faire à l'oral, clairement. Donc moi, je suis du genre à continuer ça, hein. Je veux dire, quand j'ai un problème, généralement, je préfère l'écrit, je préfère écrire une lettre, je préfère, voilà, alors les messages, c'est un peu compliqué, mais je suis assez adepte des petits mots, et des lettres, pour, résoudre les problèmes parce que je suis beaucoup plus à l'aise comme ça qu'en discussion face à face. Donc clairement, un podcast, c'est un très, très bel exercice, hein, pour moi. Tu dirais que c'est quoi, la clé pour être épanoui dans sa vie? Bah, franchement, s'il y en avait vraiment une, c'est suivre son cœur. Vraiment suivre, ce qu'on a envie de faire au plus profond de soi. Heu, En fait, on a tendance à pas assez suivre notre intuition et puis pas assez se dire, «Bah, allez, j'ai confiance en moi, je me lance, je fais» et en fait, ben, il faut suivre ça. Heu, c'est pas simple, hein, clairement, c'est pas simple. On est dans une vie où, bah, on a besoin d'argent, on a besoin de confort, on a besoin de beaucoup de choses, mais finalement, ben, des fois, ce qui prime, c'est quand même de suivre, ce qu'on a vraiment au fond du cœur, de suivre son intuition, de suivre ses envies et pour moi, en fait, on est épanoui que quand on est en accord avec tout ça, quoi. Heu, quand on est bien, quand on est sûr de ses choix, quand on est bien dans ce qu'on fait et dans ce qu'on vit, bah, on est épanoui, forcément, ça va de soi, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que j'ai envie de donner, c'est ça, quoi. Mais justement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas réaliser leurs vrais objectifs, leurs vrais rêves pour plein de raisons différentes, hein. Ça Mmh, peut être, par rapport au regard des autres comme on en a parlé, par rapport à l'échec comme on en a parlé aussi, peut-être aussi mmh, la solitude parce que
pour atteindre des choses, des grandes choses, parfois il faut accepter d'être, seul face à son propre projet. Mmh, On porte trop d'attention parfois à ce que les autres peuvent dire si tu veux lancer un projet qui paraît un peu fou au départ. Quoi dire à ouais. ces personnes-là pour qu'elles osent passer le cap? Et vous pouvez le faire. En fait, c'est marrant, on a eu la discussion, ce matin. Là, j'ai participé à une sortie gravel avec un magasin là qui est partenaire de mes folies là et en fait, il y avait un participant qui était là et qui m'a dit, «Ah ben, moi, je rêve de faire ce que tu fais, moi, mon rêve le plus fou, c'est avant mes 60 ans de rejoindre ma ville natale, Nantes, depuis ici en vélo». Et je lui ai dit: «Mais, qu'est-ce qui t'empêche de le faire?» Il dit: «Ah bah, c'est long, c'est loin, puis je sais pas si je vais être capable de le faire» et je dis: «Mais tu sauras jamais si tu pas. Il faut aller, il faut oser, il faut partir et puis il faut peut-être qu'il faut adapter, à ton rythme, à ton envie, à ce que tu es capable de faire le jour J. Mais peut-être qu'un jour tu seras capable de faire que 30 kilomètres et puis, tu t'arrêteras te reposer, une journée, dans un hôtel et puis peut-être que le lendemain tu feras 100 kilomètres et puis ainsi de suite et puis, bah, au final tu y arriveras. En fait, c'est juste se donner les moyens d'essayer, de partir et de se dire: «Bah, ça y est, je suis partie et puis maintenant, bah, j'ai les 2 pieds dedans, j'y vais, quoi». Clairement, je vais reparler de cet ami qui fait l'Exatrek, mais il en a parlé très longtemps. On en a parlé pendant des semaines, je pense, des mois peut-être. On me disait: «Je sais pas, j'ose pas, j'ai peur, puis ça me plaît pas et puis le regard des autres et cetera et puis tout le monde me regarde comme un fou quand je dis que je veux faire ça». Je disais: «Mais tu t'en fiches, du regard des autres, tu t'en fiches de savoir si tu vas faire une semaine ou si tu tiendras 1 heure, 2 heures ou 10 jours ou si tu iras au bout. En fait, il faut partir, faut oser et puis en fait, déjà juste le fait de partir, ça va te changer, ça va te transformer et bah, c'est clairement ce qui se passe, hein. Le fait de faire le premier pas, c'est peut-être le plus dur, mais c'est celui qui transforme le plus et bah, voilà, faut arriver à laisser de côté les peurs et juste, se dire: «J'en suis capable» et puis si ça va pas au bout, bah, c'est pas grave, ce que j'aurai accompli, ça m'aura déjà transformé et voilà, c'est pas facile pour beaucoup de gens, franchement, j'en ai conscience. Je pense que j'ai mis beaucoup de temps à prendre conscience que c'était possible aussi, mais voilà, il faut faire le premier pas, vraiment. Et tu penses que d'où viennent toutes ces limites qu'on nous met à nous-mêmes? Alors ça peut venir de l'éducation, des fois, je sais qu'il y a des familles qui sont comme ça, hein, où il faut, voilà, tout ce qui n'est pas, on va dire dans le champ des possibles de la famille ou de ce qu'ils imaginent, bah, c'est pas possible, ça existe pas et on peut pas y aller, quoi. Ça peut être ça, ça peut être aussi, bah, quelque part, une espèce de pression sociétale où il faut toujours être, dans le moule, donc finalement, poser des congés ou quitter son job pour aller faire un projet un peu fou ou ben, arriver à 60 ans puis se dire: «Je vais repartir, de l'autre bout de la France en vélo», bah, ça sort du moule, en fait et tout ça, bah, ça crée des limites, des croyances limitantes, comme on dit, où on pense que c'est pas possible, on pense que si on n'en est pas capable, et en fait, ben, c'est vraiment mon avis, c'est vraiment ça et c'est ces croyances limitantes, en fait, qui font que, bah, les gens n'osent pas et puis, voilà, ça peut venir de plein de choses, du coup, mais je pense qu'il y a aussi une part de bah, de même, enfin voilà, de ce qu'on pense de soi-même. Si on n'a pas confiance en soi, bah, c'est vrai que ça va être plus compliqué de partir. Puis en même temps, c'est en partant qu'on gagne confiance, donc bah, voilà, faut juste oser et puis y aller, quoi. Mmh. Selon toi, c'est quoi ta définition de réussir sa vie? C'est être heureux. Franchement, pendant longtemps, j'ai été dans le truc, où il faut avoir un travail, il faut être marié, il faut avoir des enfants, il faut ci, il faut ça. Surtout pour une femme où on va dire, il y a un peu des impératifs, d'âge, des choses comme ça. J'ai été très longtemps là-dedans, et je pensais à un moment donné, je pensais avoir réussi ma vie parce que je cochais toutes les cases clairement. Voilà, on allait se marier, on avait des projets enfants, la maison, le travail, le chien, tout allait bien et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse dans cette vie-là, qu'il me manquait quelque chose et en fait, bah, finalement aujourd'hui, j'ai plus rien de tout ça, et puis, bah, je suis beaucoup plus heureuse. Et pour moi, je réussis plus ma vie aujourd'hui et d'ailleurs les projets que je mets en place, bah, finalement ils réussissent, ils marchent
tous les uns après les autres. Là, j'ai encore une réponse, positive pour un projet, juste avant, le podcast, donc tout s'aligne et en fait, bah, je suis beaucoup plus heureuse, maintenant. Donc voilà, réussir sa vie pour moi, c'est juste, s'épanouir et puis réaliser, ce qu'on a envie de faire, quoi. Et justement, tu dis: «Ce qui me manquait», c'est quoi qui te manquait? C'était, ce côté un peu, aventure, cet esprit où en fait il y a pas de limite, et puis, il y a pas de règles en fait à respecter. Il y a pas d'obligation à être mère à 30 ans, il y a pas d'obligation à avoir un CDI, barbant dans lequel on se sent pas bien si en fait, bah, notre travail peut nous épanouir. Et en fait, ce qui me manquait, c'était cette liberté de choisir, ce que je voulais, heu, être ma vie réussie, quoi. En fait, c'était de la liberté de pouvoir dire: «J'ai réussi ma vie» sans coller à toutes les cases qu'on attendait de moi. Ça me manquait parce que finalement, bah, je me sentais pas libre dans cette vie-là. Je me sentais pas entière, j'avais pas l'impression d'être vraiment moi-même et bah, en fait, il me manquait une partie de moi clairement et là, cette vie que j'ai aujourd'hui à voilà, à choisir en fait, la personne que j'ai envie d'être, bah, ça me manquait beaucoup, ouais. Et tu as quand même pu, apprendre énormément de choses, prendre de l'expérience de fou, que ce soit, de par ton ce que tu as vécu en enfance, adolescence, plus maintenant avec l'ultra-endurance et cetera. Qu'est-ce que la vie et toutes ces expériences t'ont appris sur toi ou sur la vie de manière globale que tu aimerais transmettre aux gens? Hem, Bah, sur la vie de manière globale, il y a une phrase que je dis dans mon livre qui est un peu pas mon leitmotiv, mais presque, où je me dis, où je dis dans cette phrase que on n'a pas, que cette histoire de seconde chance, ça existe pas en fait et qu'on en a qu'une. Elle est juste recyclable, à souhait toute sa vie. C'est-à-dire que, en fait, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une chance. Par contre, on peut en faire ce qu'on en veut à tout moment et ça, je pense que c'est vraiment ce que la vie m'a appris, c'est, ben, il y a pas d'histoire de «j'ai loupé ça donc bah, maintenant je peux plus me louper», c'est pas ça, c'est en fait si vous tombez, 7 fois, l'important c'est juste de se relever 8 et tant pis si on est tombé 7 fois avant, c'est pas grave quoi. Enfin voilà, il faut juste continuer à avancer et puis, il y a pas d'histoire de «j'ai qu'une chance, j'ai que 2 chances», enfin c'est pas possible ça. C'est qu'on a la possibilité de faire ce qu'on veut de sa vie à tout moment, à partir du moment où on décide de croire en soi et de choisir de suivre ses rêves et ses envies. Ça, c'est une chose, importante parce que pendant longtemps, j'étais dans une croyance limitante où clairement je me disais que ma vie, elle était destinée à être pourrie, clairement, puisque, bah, petite, ça n'allait pas, à l'adolescence, ça n'allait pas, à l'âge adulte, ça a été très compliqué les premières années. Je «Mais en fait, je suis destinée à avoir une vie de merde, hein, clairement», et en fait, c'est totalement faux. Il faut sortir de ça et se dire: «Mais en fait, la vie, elle est comme on décide de la construire et basta, quoi». Ça, c'est le premier point et ce que ça m'a appris sur moi-même, c'est qu'en fait, je suis beaucoup plus forte que ce que je crois et que, ben, je suis capable de beaucoup plus que ce que j'imaginais au départ et que plus j'en fais et plus je me rends compte que je suis capable d'encore plus et qu'en fait, ben, il y a pas de limite aux rêves et à ce qu'on a envie de faire, quoi. Et ça, c'est vraiment, des choses que j'ai apprises, à travers les expériences, mais aussi, à travers, bah, les voyages, à travers les choix que j'ai pu faire par la suite, quoi. Et maintenant pour finaliser le podcast, je te laisse le ou les mots de la fin. Hem, Bah, je pense qu'on a déjà dit, énormément de choses, vraiment, mais voilà, si j'ai vraiment une chose à dire et à insister là-dessus parce que, bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent ça: J'ose pas me lancer, j'ose pas, je rêve de faire ce que tu fais, ça me fait rêver, mais j'ose pas». Et puis finalement des fois, bah, on discute un peu et puis, bah, quelque chose dans leur vie, la discussion, enfin un certain nombre d'éléments font qu'ils se lancent. Puis ils reviennent vers moi derrière en me disant, «Oh putain c'était génial», et voilà, je souhaite à tout le monde d'avoir ce truc-là de se dire, «Bah, je me suis lancée, je suis partie et en fait c'était génial» et bah, ça me donne confiance pour la suite et voilà. C'est vraiment, il faut faire le premier pas. C'est vraiment je pense ce qui résume, un peu, qu'on a dit, ces dernières heures, quoi. Mais merci beaucoup, Bah, je t'en prie, c'était top c'est un chouette franchement. échange. Ouais, super échange. Merci beaucoup pour le temps que tu as pris, c'était hyper intéressant,
et ben merci pour, avoir partagé tout ça, parce que je pense que c'est des choses assez personnelles et tout ça, donc c'est cool de t'être ouverte là-dessus, donc ça fait plaisir. Et bah, écoute, merci à toi. Ça m'a fait plaisir d'échanger et puis, si ça peut en convaincre certains de partir et de d'oser, franchement, pari réussi, c'est cool.